Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire que je suis ravie d'animer. Je suis ravie de vous accueillir donc sur cette belle thématique très prometteuse de comment réinventer la fonction achat, plus particulièrement sous le prisme des enjeux RSE qui sont, comme vous le savez, de plus en plus prégnants dans cette fonction. Nous resterons ensemble une petite heure avec un temps de questions-réponses prévu à la fin de la webconférence. Je suis donc Juliette Guillemin-Dupil. J'aurai le plaisir d'animer cette webconférence entourée de 3 experts que je vais laisser se présenter. Donc, je commencerai par nos 2 invités de marque, à savoir Malika Kessous et Vincent Dagnas. Malika, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Malika Kessous, responsable du pôle achat responsable à la direction des achats de l'État, qui est la direction interministérielle en charge de définir, de piloter et de mettre en œuvre la politique des achats de l'État, dont la politique d'achat responsable. Et je remercie l'AFNOR de cette invitation qui me donne l'occasion d'échanger et de présenter les actions de l'État en matière d'achat responsable. Merci Juliette. Merci Malika. Vincent, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour à tous, donc Vincent Dagnas, je suis ravi moi aussi de participer à ce webinaire à l'invitation de l'AFNOR. Je suis responsable achat sur la partie non médicale au CHU de Nîmes depuis maintenant 8 ans et en même temps consultant formateur sur les thématiques achat dans le cadre des achats publics essentiellement. Voilà. Merci Vincent. Et pour finir, Bruno Frel, notre expert à l'AFNOR sur la thématique achat responsable. Effectivement, alors pas encore experte comme c'est écrit sur la diapositive, mais juste expert pour l'instant. Je travaille au sein du groupe AFNOR depuis 2011. Je suis en charge du développement de toutes les activités achats responsables au sein du groupe AFNOR. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est, on va commencer en fait. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous parler effectivement de l'évolution du métier d'acheteur, ce que je le disais en démarrage sous l'angle de la RSE. Je voudrais juste reposer en fait une définition qui est celle de la norme ISO 20400, qui est la norme sur les achats responsables, qui est une norme non certifiable, une norme de recommandation. Et elle dit que finalement, un achat responsable est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs, et ceci sur toute la durée du cycle de vie des produits ou de la prestation de services. Donc, je trouve que c'est une très belle définition, plutôt positive, optimiste. Mais au final, la question que je me pose, moi qui étais acheteuse, dans la vraie vie, au quotidien pour un acheteur, comment ça se traduit ? Effectivement, demander aux acheteurs d'intégrer les impacts environnementaux et sociaux au même titre que les impacts économiques, globalement, ce sont des nouveaux objectifs pour les acheteurs, des nouvelles responsabilités. Ne s'agit-il pas d'injonctions qui sont contradictoires et comment pour l'acheteur passer du moins 10 ans à ce que j'appelle au mieux 10 ans? Pour cela, on va essayer de répondre à toutes ces questions sous 3 grands axes. La première, c'est effectivement l'approche responsable. Il semblerait que ça devienne un impératif incontournable pour la fonction achat. Et ma première question serait pour Vincent. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'approche responsable est devenue incontournable pour la fonction achat? Alors, merci Juliette de cette première question. Je dirais que pour avoir vécu dans la fonction achat comme acheteur dans le secteur privé, puis dans le secteur public et responsable achat par la suite, on a bien vu l'évolution au fil des années et de plus en plus une pression, une prise de conscience, notamment, on va se le dire, depuis la crise sanitaire qui a renforcé la pression de l'opinion publique et puis surtout cette prise de conscience des uns et des autres que nos achats pouvaient avoir un impact sur la planète et sur effectivement aussi sur les aspects sociaux sur la société d'une manière générale. Donc, cette pression de l'opinion publique, des parties prenantes, que ce soit des associations, des ONG,
elle est croissante, on le voit bien. On voit bien que ça innerve tous nos achats, tous nos projets d'achat. Par ailleurs, on voit bien également une inflation, un foisonnement réglementaire au niveau des textes. Alors, je sais que on ne va pas énumérer les textes, mais ils sont venus, je parle d'inflation parce qu'ils sont venus depuis quelques années de plus en plus nombreux, depuis la loi Sapin 2, en passant par la loi Egalim pour l'alimentation, la loi Elan qui impacte également le bâtiment, la loi récemment, la loi sur l'économie circulaire, bientôt la loi climat, etc. etc. J'en oublie un certain nombre. Donc, on sent bien que la pression est croissante, les ambitions sont de plus en plus à la hausse et que tout ça, il va falloir l'organiser parce que cette fonction achat, comme le disait Juliette en introduction, elle est au cœur de ces enjeux de responsabilité sociétale des entreprises et des organisations d'une manière générale, que cette fonction achat qui était restreinte il y a des années à une fonction de négociation essentiellement sur les prix unitaires, les prix faciaux, elle est de plus en plus amenée à avoir des facettes liées à des facettes complémentaires liées à la maîtrise des risques et que pour un acheteur, il a certes à maîtriser les risques, mais aussi à saisir des opportunités. Ça enrichit son poste au quotidien. Sa fonction, certes, elle est de plus en plus centrale, de plus en plus exposée, puisque c'est une fonction au carrefour de l'extérieur et de l'intérieur de l'entreprise. Elle a travaillé avec énormément d'interlocuteurs en interne, des prescripteurs, des clients internes. Elle a également à piloter la relation avec les fournisseurs en externe. Et ce qu'on lui demande, c'est de générer beaucoup plus que des gains achats, de la performance économique, beaucoup plus dans le secteur public, de sécuriser des actes sur un plan juridique et de plus en plus de créer de la valeur, d'apporter une valeur ajoutée, d'apporter une plus-value. Et c'est une opportunité pour moi essentielle pour l'acheteur d'aujourd'hui et de demain qui devra, au-delà du foisonnement des textes, au-delà de ce cadre réglementaire, saisir toutes les opportunités pour travailler différemment, agir sur de nouveaux leviers qui vont lui permettre, d'une part, de donner plus de sens à son job, à son métier. Comme je le disais, au-delà du simple négociateur sur les prix, il va devoir travailler, innover avec ses fournisseurs, trouver de nouveaux leviers, penser un peu différemment avec les fournisseurs et avec ses interlocuteurs et parties prenantes internes et travailler avec un écosystème qui devra parfois développer, construire pour arriver à optimiser son achat, l'optimiser sur tous les pendants du développement durable, c'est-à-dire les aspects sociaux, minimiser les impacts sociaux, les impacts environnementaux. Alors, on parle beaucoup d'environnement depuis 2-3 ans, mais il ne faudra pas oublier les impacts sociaux et toujours en essayant de maîtriser également les équilibres économiques en sécurisant, bien entendu, quand l'acheteur sera dans le secteur public, en sécurisant juridiquement son acte, ce qui était le fondamental du travail de l'acheteur ou du gestionnaire de marché dans le secteur public. Mais d'une manière générale, je finis par le public, d'une manière générale, ce cadre, ce contexte s'applique à l'ensemble des achats, qu'ils soient publics ou privés aujourd'hui. Et cette pression est de plus en plus croissante. Merci beaucoup, Vincent. Je retiens plusieurs choses de votre intervention. Vous avez parlé entre autres effectivement d'un cadre réglementaire qui concerne le secteur du public. Vous avez également parlé d'opportunités, je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous pouvez, vous qui accompagnez les acheteurs au quotidien, et effectivement Vincent a rappelé qu'il y avait un certain nombre de cadres de politique publique qui incitent les acheteurs de l'État et de l'ensemble des collectivités responsabilité donc dans la commande publique. Et Vincent a parlé d'opportunités. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous pouvez me donner votre point de vue par rapport à ce que vous vivez au quotidien aux côtés des acheteurs? Oui. Alors, tout d'abord, rappeler en introduction, et c'est vraiment très important que dans la vision que nous avons au titre des achats de l'État, donc des achats publics, pour nous, les achats responsables sont avant tout des achats au service des politiques publiques. Politiques publiques dans le champ environnemental et social. C'est la doctrine qui est portée par la direction des achats de l'État,
Comme je le disais en introduction très rapidement, qui est une direction interministérielle qui pilote la politique des achats de l'État sur un périmètre d'environ 35 milliards d'euros d'achats annuels. Donc là, c'est un petit clin d'œil sur le levier financier que peut représenter la commande publique, et politique d'achat qui concerne l'ensemble des ministères et des établissements publics sous tutelle des ministères sur tout le territoire national. Et cette doctrine de l'État, elle est portée depuis 12 ans maintenant, puisque cela remonte à 2009. Au titre de cette vision, la définition de la performance des achats de l'État et le pilotage de cette performance consacre 2 axes sur 5 aux dimensions sociales et environnementales de l'achat public, en tout cas des achats de l'État. Je ne m'exprimerai pas, bien entendu, pour les achats des collectivités territoriales et de la sphère hospitalière. Et 2 axes sur 5, cela signifie que depuis 12 ans, on considère que la performance des achats repose de manière très importante sur la performance environnementale et sociale. Cette prise de conscience, on voit bien, comme l'a dit Vincent Danias, qu'elle est de plus en plus importante, qu'elle est de plus en plus prégnante, et bien sûr, nous nous en réjouissons, parce que cela signifie que l'acheteur, et notamment l'acheteur public, n'est pas un consommateur comme les autres, qui doit prendre en compte ces questions de politique publique qui, en fait, portent la question de l'intérêt général et qui concernent l'ensemble de la société. Et donc, cette appréciation met bien en avant le rôle de levier que joue la commande publique pour porter l'intérêt général, et elle ne fait plus débat aujourd'hui. On le voit avec les nombreux textes réglementaires, les lois, mais également les décisions gouvernementales qui sont très importantes depuis quelques années et qui donc montrent qu'on est dans un mouvement d'accélération. Parmi les politiques publiques et les lois qui sont les plus impactantes et qui concernent les acheteurs publics, mais également l'ensemble des consommateurs et les acheteurs privés, on peut parler effectivement de la loi anti-gaspillage économie circulaire qui fait suite à la feuille de route économie circulaire, mais également à la loi pour la transition écologique pour une croissance verte qui date de 2015. C'est celle de 2018, hein, le FREC, c'est ça, l'économie circulaire, Malika. La feuille de route 2018, ouais. Mais la loi AGEC date de mars 2020. D'accord, merci pour cette précision. Voilà. Et cette loi AGEC comprend de très nombreux articles qui mettent en avant l'importance d'une approche économie circulaire et lutte contre le gaspillage et réduction et suppression du plastique, mais également prévoit des articles qui concernent expressément la commande publique, notamment le fameux article 58 qui a donné lieu à la publication d'un décret sur l'obligation d'achat de produits issus du reconditionnement, de la réutilisation ou contenant des matières recyclées, afin de porter le modèle d'économie circulaire. Cet article et le décret identifient 17 familles d'achats pour lesquelles il y a des objectifs entre 20 et 100% d'achats annuels des produits qui doivent être reconditionnés, réutilisés ou contenant des matières recyclées. Et donc, l'acheteur doit intégrer ces obligations dans son marché public. Ça impacte l'acheteur, mais ça impacte forcément. L'acheteur n'est pas un acteur isolé dans un écosystème achat. Il travaille en collaboration avec le monde économique et avec les entreprises qui seront titulaires de ces marchés, donc fournisseurs. Cela signifie que ces obligations pèsent sur l'acheteur qui doit les traduire, mais pèsent également sur le monde économique qui doit être en capacité de produire et de proposer les biens et les services conformément aux obligations. Dans cette loi, il y a également d'autres articles qui impactent la commande publique et nos modes de consommation. Je pense notamment à l'indice de réparabilité, à l'obligation d'affichage environnemental. Il y a également d'autres articles qui touchent le secteur du bâtiment, notamment sur l'obligation pour au moins 25% des opérations de rénovation et de construction qui doivent intégrer des matériaux biosourcés. Donc ça, c'était un petit peu pour la loi AGEC. Il y a d'autres lois, Vincent Danias les a citées rapidement, mais il y a des lois fondatrices qui impactent beaucoup à la fois les modes de consommation et les achats responsables, notamment la loi EGalim, qui fixe des obligations chiffrées très ambitieuses en matière de restauration collective sur l'achat de produits alimentaires durables de qualité, dont une part de produits certifiés biologiques ou en conversion biologique. Il y a le projet de loi climat résilience qui est en discussion et qui, là, pour le coup, consacre dans un article l'obligation pour les acheteurs d'intégrer des clauses et des critères environnementaux pour tous ces achats. La loi est toujours en discussion.
Cet article est très important parce qu'il vient notamment porter modification au Code de la commande publique. Il y a le projet de loi numérique et environnement qui, là encore, consacre un certain nombre d'obligations et qui vont impacter les achats publics. Et puis, au-delà de ces lois, il y a également des décisions gouvernementales, des circulaires qui nous concernent, nous, particulièrement acheteurs de l'État et des établissements publics, et qui sont en étroite articulation avec ces lois, mais qui ont vocation à montrer et à mettre en avant et à pousser l'engagement et la responsabilité de l'État pour qu'il affiche, qu'il mette en place une exemplarité attendue parce que la commande publique, c'est de la consommation avec de l'argent public, donc argent public qui doit servir à l'intérêt général, comme je l'ai dit, excusez-moi de me répéter, mais c'est vraiment fondamental dans l'approche qu'on peut avoir des achats responsables. Et parmi ces décisions et ces outils, il y a notamment la feuille de route service public éco-responsable qui définit 20 mesures pour un fonctionnement éco-responsable de l'administration, de l'État et de ses établissements publics. Et sur ces 20 mesures, il y en a 5 qui ciblent expressément les achats publics. Donc là encore, on voit que le levier de la commande publique est identifié comme un levier efficace pour porter des enjeux qui sont de l'intérêt général en matière sociale et environnementale. Enfin, pardon. Je voulais juste terminer par un point important, c'est qu'au-delà de toutes ces lois, il y a quand même un texte qui est très important en matière d'achat public, c'est le Code de la commande publique, qui consacre l'approche achat responsable depuis longtemps et qui porte de nombreux articles qui obligent l'acheteur et qui permettent à l'acheteur de véritablement développer cette dimension, la dimension environnementale et sociale de son achat. Donc, on voit bien qu'il y a convergence maintenant entre une décision politique qui est là et une sécurisation juridique. Et donc, l'élan qui est engagé depuis de nombreuses années, on peut considérer qu'aujourd'hui, on ne peut que renforcer cette approche-là et puis passer à une vitesse supérieure et ne plus parler de politique de petits pas, mais vraiment être à la hauteur des ambitions et des enjeux que nous connaissons tous en matière sociale et environnementale. Et je termine, Juliette. Juliette, je suis peut-être un peu trop, je prends peut-être un peu trop de temps, mais je voulais juste dire un point très important, c'est que les achats responsables, effectivement, c'est la combinaison des enjeux environnementaux et sociaux. Et il ne s'agit pas de faire primer l'un sur l'autre. Donc, la dimension sociale est également très importante à prendre en considération, à la fois dans une démarche d'économie circulaire pour associer de manière efficace les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont des acteurs historiques de l'économie circulaire en France. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est les questions de lutte contre les inégalités, le chômage, en maximisant l'accès des publics à l'emploi, notamment des publics les plus éloignés de l'emploi. Et un troisième point, qui est en lien avec toutes les réflexions qu'on a pu avoir, qui ne sont pas nouvelles, mais en tout cas qui sont revenues en force avec la crise sanitaire, la question de la résilience, de la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, c'est le sujet très important de justement la maîtrise des chaînes d'approvisionnement et notamment en matière de traçabilité sociale et de respect des droits de l'homme tout au long des chaînes d'approvisionnement. Donc ça, ce sont également des enjeux qui sont fondamentaux en matière de commande publique responsable, notamment d'achat de l'État. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup, Malika. Comme beaucoup, vous êtes passionnée par le sujet et je sais que vous pourriez en parler pendant des heures. On voit que la commande publique donc, est effectivement un cadre structurant, d'où l'objectif d'Olivia Grégoire, j'imagine, de Horizon 2022, d'avoir 80% des collectivités et services de l'État labellisés label relation fournisseur achat responsable. Il y a également d'autres enjeux réglementaires qui sont la loi sur le devoir de vigilance, là, qui concerne plutôt le secteur privé. Bruno, est-ce que tu vois d'autres facteurs déterminants qui expliquent en fait la montée en puissance des organisations, pour les organisations de la dimension RSE dans les achats? Alors, je vais essayer de faire très très rapidement pour essayer de respecter un petit peu le temps de la webconférence. Alors, c'est vrai que Malika et Vincent, au regard des achats publics, ont déjà, je dirais, parcouru pas mal de facteurs déterminants dans ces démarches. Moi, je voudrais insister peut-être un petit peu plus sur le privé. C'est vrai que depuis quelques années, on voit aujourd'hui des chaînes d'approvisionnement qui sont de plus en plus complexes. Pourquoi? Parce que on va chercher aussi de plus en plus moins les biens et les services, et donc une perte de maîtrise complète de la part des donneurs d'ordre de leur chaîne d'approvisionnement. Et on voit à travers l'actualité toutes les remontées qu'il peut y avoir. On parle du Rana Plaza, mais
on pourrait en citer avec il y a les Ouïghours là récemment, etc. On pourrait citer comme ça des dizaines et des dizaines d'exemples, tout au moins de contre-exemples. Donc il y a ce besoin de maîtriser les chaînes d'approvisionnement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on interroge les responsables de chaînes d'approvisionnement, il y a IBM qui, il y a quelques années, avait fait une étude pour mesurer les chaînes d'approvisionnement de demain. Eh bien, il s'est aperçu que sur les 400 responsables de chaîne d'approvisionnement qui avaient été interviewés, pas un seul avait cette maîtrise de chaîne d'approvisionnement. Donc, il est très important, et on l'a vu, Vincent parlait tout à l'heure, en période de crise, il y a eu ces chaînes d'approvisionnement qui ont été un peu mises à mal, et on a vu que les entreprises qui étaient engagées dans la RSE et plus particulièrement dans les achats responsables, qui avaient déjà renforcé la relation avec leurs fournisseurs, eh bien, étaient beaucoup plus résilientes. Donc ça, c'est un point important. Alors, c'est aussi se tourner vers de nouveaux modèles économiques. On a travaillé pendant des décennies et des décennies sur un système économique linéaire. Et aujourd'hui, on parle de nouveaux systèmes économiques qui, à mon avis, présentent beaucoup d'avantages, tant sur l'aspect environnemental que sur l'aspect social, mais aussi sur l'aspect économique. On retrouve bien la définition des achats responsables. C'est, par exemple, l'économie circulaire, c'est l'économie de la fonctionnalité. Je crois que nos intervenants nous donneront des exemples. C'est l'économie partagée, voilà, c'est se tourner et rechercher ces nouveaux modèles économiques pour, encore une fois, voilà. Alors, il y a un point sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, c'est dommage, mais on n'a peut-être pas beaucoup de temps, c'est tout ce qui est création de valeur, c'est les opportunités dont on parlait, le recours aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Voilà, donc c'est tous ces sujets, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui poussent les organisations, et je crois que la principale des choses, c'est répondre aux ambitions des organisations. Les organisations ont de plus en plus d'ambitions RSE, et comme le disaient à la fois Vincent et Malika, c'est vrai que aujourd'hui, les achats sont un véritable levier aujourd'hui pour répondre à ces ambitions. Voilà. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Bruno. C'est très intéressant. Effectivement, création de valeur par le haut et non pas par le bas, en ayant une approche de négociation du prix facial, mais vraiment la création de valeur, je suis d'accord avec toi, elle est extrêmement importante. Tu disais donc, c'est une bonne transition pour la deuxième question, tu disais les directions achats qui jouent un vrai rôle stratégique dans la stratégie de l'entreprise. Finalement, ça veut dire que les pratiques des acheteurs doivent forcément évoluer. Et du coup, j'aurais une question pour Malika. En quelques mots, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui justement quel rôle doivent jouer les acheteurs face à ces nouveaux enjeux? Il faut qu'ils aient, est-ce qu'ils disposent d'un bon niveau de compétence? Est-ce qu'ils disposent de bons outils? Comment les accompagner dans cette conduite du changement? Merci Juliette, et je serai très brève. Merci. Non pas parce que nous ne faisons rien, mais parce que je sais bien que j'ai débordé sur la première question. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à la question parce qu'il y a une grande hétérogénéité des acheteurs publics. 35 milliards d'euros, vous imaginez un peu le nombre d'acheteurs mobilisés pour porter ce volume d'achat. Ceci dit, l'État porte une démarche volontariste de formation et de professionnalisation de la fonction achat et des acheteurs. Donc, la DAE, dans sa mission interministérielle, porte à la fois une formation certifiante sur le métier d'acheteur et plus spécifiquement sur les achats responsables. On a toute une démarche de professionnalisation qui passe par la dispense de formation dédiée aux achats responsables. Notamment, nous remercions l'AFNOR de collaborer avec nous et de nous aider à professionnaliser les acheteurs sur ce sujet-là. Ce sont des formations labellisées DAE et qui permettent aux acheteurs de monter en compétence sur les aspects environnementaux et sociaux de l'achat. Et puis, nous avons également des moments d'échange de pratiques formalisés, annuels, sur notamment les nombreux textes qui arrivent et qui vont impacter les achats, sur des sujets d'actualité, sur des approches coût global, gaz à effet de serre, qui sont des sujets vraiment très prégnants et qui vont l'être de plus en plus. Et puis, nous produisons un certain nombre d'outils à destination des acheteurs, des recommandations, mais aussi des guides sur les achats responsables. Les dernières dates que nous avons publiées sont justement les guides sur la prise en compte du respect des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement au titre des achats publics, comment faire, jusqu'où on peut aller, quel poids on peut avoir. On a également travaillé en collaboration avec d'autres départements ministériels, notamment la direction interministérielle du numérique,
pour porter un guide sur l'achat de numérique responsable. Là, on est vraiment en lien avec les sujets d'actualité sur l'impact du numérique, économie circulaire. On a travaillé également avec le ministère de l'Agriculture sur un guide sur l'alimentation responsable en restauration collective. Et on a toute une série de guides sur les achats responsables qui vont être publiés et qui viennent en appui d'autres guides professionnels sur le sourcing, sur la prise en compte de l'éthique, notamment en termes de pratiques éthiques au titre des achats et de lutte contre excusez-moi, les mauvaises pratiques frauduleuses. Enfin, excusez-moi, le mot m'échappe. Les risques de corruption, par exemple. Exactement, la corruption. Vous voyez, c'est tellement loin que j'oublie le mot. Donc, voilà. Donc, on a véritablement cette démarche et c'est vraiment un besoin des acheteurs parce que l'acheteur est l'acteur central d'un process achat qui associe les différentes parties prenantes à qui il y a de plus en plus d'obligations et c'est important qu'ils s'approprient toutes ces obligations, qu'ils montent en compétences et c'est également la clé de la réussite d'une démarche achat responsable qui ne peut pas être juste à la main de quelques experts qui viennent apporter leur appui aux acheteurs, mais il faut bien que cette démarche soit la démarche partagée et que chacun fasse sien les objectifs qui sont portés par les achats responsables. Et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Malika. J'aime beaucoup votre approche de dire que globalement, effectivement, on ne demande pas aux acheteurs des experts en RSE et je vois bien que avec justement tout le travail que vous faites au quotidien, vous les faites monter en compétences grâce à des formations, vous les outillez, etc., pour qu'ils s'approprient ces sujets. Et on peut se dire qu'effectivement, à terme, quand il n'y aura plus de personnes en charge des achats responsables comme vous, ça sera un bon signe. Ça voudra dire qu'effectivement, tous ces sujets seront devenus au quotidien pour les acheteurs. Vincent, pour vous, justement, par rapport à cette conduite du changement, quelles sont les compétences et les qualités de l'acheteur d'aujourd'hui et de demain nécessaires en fait pour répondre à tous ces enjeux-là? Alors très rapidement, s'il vous plaît, Vincent, parce qu'on est en train de déborder sur le timing, mais c'est passionnant. Merci beaucoup. D'accord. Juste pour reprendre ce que disait Malika, complètement d'accord avec le fait que la fonction achat est une fonction éminemment transverse et partagée et que les compétences des acheteurs, certes, doivent monter en grade, mais que les prescripteurs, les parties prenantes doivent être également accompagnés. C'est essentiel puisque c'est toute une chaîne. Et je vais parler des compétences clés qui me paraîtraient celles de l'acheteur d'aujourd'hui et de demain, mais ne pas oublier les prescripteurs experts techniques qui dans la chaîne et les décideurs qui dans la chaîne doivent être aussi à minima sensibilisés, voire formés aux achats responsables. Donc, pour moi, compétences et qualité, compétences clés, je dirais, de plus en plus animateur. L'acheteur sera de plus en plus un animateur, un gestionnaire de projet, un chef d'orchestre, on l'appelle comme on veut, mais quelqu'un qui va faire travailler toutes ces parties prenantes autour d'un projet d'achat, autour de problématiques sur toute la chaîne, en commençant effectivement par une bonne maîtrise, et Malika l'a dit, du sourcing, une bonne maîtrise du marché fournisseur, une bonne aussi être capable de bien comprendre, analyser le besoin avec ses utilisateurs, avec ses prescripteurs. C'est au début que se construit la démarche d'achat responsable. Il lui faudra également des compétences évidemment de gestion de projet dans le cadre de ce rôle éminemment transverse, de bout en bout de la démarche, de plus en plus d'agilité. Et j'ai retrouvé des éléments clés également dans une étude qui est assez récente portée par le CNA, le Conseil national des achats, et Michael Page, qui retenait ces dimensions clés. Elle est très intéressante, cette étude, elle date de début 2021. J'invite tout le monde à aller s'y référer. Donc, un acheteur qui sera de plus en plus collaboratif, de plus en plus à même, pas simplement le passage incontournable qu'on a pu connaître et qui intervenait au dernier moment, mais bien au contraire, quelqu'un qui interviendra le plus tôt possible dans l'acte d'achat, dans le projet d'achat, de manière de plus en plus proactive. Il ne faudra pas qu'il perde non plus la réactivité qu'il a au quotidien, puisque c'est essentiel également, mais qu'il ne soit pas cantonné à un rôle de pompier. Et bien entendu, dans ce rôle-là, je rajouterai également il sera obligé de penser un peu différemment, et la créativité, il faudra qu'il fasse de plus en plus marcher son cerveau droit, de plus en plus créatif pour penser différemment
les projets d'achat, activer ou actionner de nouveaux leviers, puisque les leviers traditionnels de massification, de globalisation, de négociation sont déjà activés. Donc, il faut aller chercher autre chose, d'autres pratiques. Donc, analyser sa chaîne de valeur, analyser son besoin avec toutes les parties prenantes, dont les fournisseurs en externe, évidemment, qui ont souvent les meilleures idées pour faire progresser le client, qu'il soit public ou privé. Alors, j'ai bien aimé une image, je ne sais plus de qui elle est, qu'il me pardonne ou qu'elle me pardonne. Autrefois, on le voyait plutôt comme un cost killer et demain, on le verra plus comme un soft skiller. Alors, soft dans le sens compétence un peu plus douce, ce n'est pas simplement celui qui sera là pour aller gagner 3 francs 6 sous et étrangler les fournisseurs, mais au contraire, qui fera montre de compétences relationnelles. Donc, le sens relationnel, c'est avant tout un métier relationnel, qu'on soit dans le privé ou dans le public. L'acheteur est un métier relationnel. Peut-être que le secteur public l'avait oublié pendant des années ou l'avait mis sous l'éteignoir du cadre, voire carcan réglementaire à l'époque du Code des marchés publics de 2001-2006. Mais, comme le disait Malika, le cadre s'est assoupli, la boîte à outils s'est enrichie. Et l'acheteur devra être de plus en plus quelqu'un qui aura des compétences de leadership, de communication. Il devra toujours maîtriser le b.a.-ba de l'achat, être à même de maîtriser des marchés fournisseurs, de monter des consultations et de maîtriser la partie contract management, donc passation de marché dans le secteur public. Il devra être à même également de maîtriser toute la partie élaboration de stratégie achat, mais il faudra de plus en plus qu'il travaille sur d'autres leviers et en ayant toujours les qualités, à mon avis, essentielles, que ce soit dans le privé ou dans le public d'un acheteur, la curiosité, l'écoute de l'interne et de l'externe. Et évidemment, je finirai par ça, le sens relationnel, puisque c'est par les relations qu'il sera noué en interne et en externe qu'il pourra créer de la valeur par ses achats dits responsables ou achats durables, qu'on emploie un terme ou l'autre. Effectivement, il aura intégré plus de responsabilité dans son acte d'achat. Parfois, ça fait un peu peur, la partie responsable de l'achat, et depuis des années, l'acheteur est responsable, mais il devra de plus en plus veiller à apporter encore plus de valeur à son organisation et à ses parties prenantes. Merci beaucoup, Vincent. C'est très intéressant. Je retiens plein d'adjectifs, curiosité, entre autres, mais aussi effectivement capacité de relation. Donc, c'est tous des nouveaux savoir-être et savoir-faire, bien sûr. Je voudrais laisser la parole à Bruno parce qu'il accompagne beaucoup d'acheteurs en formation, que ce soit dans le public et dans le privé. Du coup, Bruno, quelle serait, toi, ta perception, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter par rapport aux nouvelles pratiques et compétences pour les acheteurs d'aujourd'hui? Je dirais que ce qui est très important pour moi, c'est que les achats responsables, c'est avant tout une histoire de bon sens. Une fois, nos grands-parents faisaient des achats responsables sans le savoir, ils n'y mettaient pas forcément un mot dessus. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est que il faut bien se dire qu'on n'est pas acheteur le matin et acheteur responsable l'après-midi, ou on ne fait pas des achats responsables quand on a fini son métier d'acheteur. Aujourd'hui, c'est vraiment le métier d'acheteur qui doit évoluer. Et pour répondre un petit peu à cette notion de bon sens, je crois qu'un acheteur doit quelque part se poser dans le même processus achat. D'ailleurs, c'est une des premières recommandations de la norme ISO 21400, c'est qu'on ne fait pas des achats responsables en réinventant un processus, mais on travaille bien dans le processus existant. Et bien dans ce processus, l'acheteur devra se poser 3 questions qui me paraissent essentielles. C'est qu'est-ce que j'achète? Et là, on va parler de tout ce qui est besoin, juste besoin, notion de le risque, etc. Après, à qui j'achète? Et là, c'est s'intéresser effectivement à la performance et je dirais aux ambitions que peuvent apporter les fournisseurs. Et quand on a un petit peu répondu à ces 2 premières questions, eh bien, tous les éléments de réponse du comment j'achète vont finalement se dévoiler. Et ça, c'est relativement important. Voilà, l'évolution, je crois que d'ailleurs, Vincent l'a résumé dans sa première question tout à l'heure, quand il parlait de l'évolution de cette fonction achat. Comme on le disait, la fonction achat jusqu'à présent était vue comme un centre de coût. Aujourd'hui, finalement, l'acheteur a l'opportunité déjà d'avoir une fonction un petit peu plus stratégique dans le sens où il y a effectivement cette maîtrise des risques, mais surtout la création de valeur. Et on voit que les fonctions achats sont en train de gagner en maturité là-dessus. Mais voilà, je pense que pour faire des achats responsables, il faut avoir du bon sens, des bons outils,
et puis une montée en compétences, pour reprendre un petit peu les arguments avancés tout à l'heure par Malika et par Vincent. Merci beaucoup, Bruno. J'ai pas eu l'occasion de le dire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, même si on est en train un peu de déborder sur le timing, et je suis désolée, je crois que je vais rester dans les achats responsables et que je vais pas me reconvertir en animatrice parce que voilà, j'ai un peu de mal à garder le timing, mais je vous propose du coup de passer à la question 3. Et donc, l'achat effectivement responsable comme levier de performance et de développement économique. Est-ce que je vais laisser la parole à Bruno pour qu'il puisse effectivement s'exprimer en premier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les achats responsables finalement sont un levier de performance économique? Ce que je vais faire, voilà, je vais reprendre un petit peu quelques points très rapidement et je laisserai après Malika et Vincent peut-être illustrer mes propos par des exemples. Donc, pourquoi un levier de performance économique? Je crois qu'on l'a dit un peu à travers nos échanges. D'abord, c'est plus de résilience. Et une entreprise résiliente, est beaucoup plus performante. Juste auparavant, Vincent disait qu'on n'était plus dans la négociation, et c'est vrai, aujourd'hui, quand on va travailler sur la caractérisation de son besoin, qu'on va réinterpréter le besoin exprimé, qu'on se pose dans une approche en termes de besoins fonctionnels, et on voit que c'est là où se concentrent les plus grosses économies. 80% de l'économie potentielle dans l'acte d'achat se fait au moment de la caractérisation du besoin, et finalement, sur la phase de négociation, il vous reste 20%. Donc ça, c'est un point très, très important. Après, il y a toute cette approche en TCO, en coût global, et on parle aujourd'hui maintenant d'approche en coût du cycle de vie. C'est l'évolution de la norme en prenant en compte des externalités. Positive ou négative. Bien sûr que la maîtrise des risques, on peut le comprendre évidemment, c'est également gagner en performance économique parce que le risque coûte cher. Et puis, il y a toute cette notion de création de valeur, cette création de valeur qui est relativement importante parce que cette création de valeur va permettre de faire de la différenciation concurrentielle. Ça va se donner un nouveau positionnement sur les marchés, développer de nouveaux business. Donc, globalement, c'est, je dirais, une approche qui est gagnante à 100%. Voilà, j'ai donné quelques exemples, quelques leviers de performance. Je vais laisser maintenant peut-être Malika et Vincent exprimer ça sur des exemples. Je te redonne la parole, Juliette. Effectivement, merci beaucoup, Bruno. Est-ce que, Vincent, vous pouvez nous présenter un ou deux REX du CHU de Nîmes qui illustrent effectivement les propos de Bruno, sachant qu'on commence à avoir des questions qui arrivent. Donc, comme on a déjà un peu débordé sur le temps, si vous pouviez effectivement répondre avec une question un peu synthétique, mais qui mette en exergue en fait les bonnes pratiques, ce serait top. Alors, merci, Vincent. Et se concentrer sur un exemple seulement plutôt que… Voilà. Je vais essayer de faire succinct. J'aurais pu parler de l'exemple des surblouses à l'initiative de Uniachat et du RESA qui se sont jointes pour remplacer des pyjamas et des surblouses à usage unique par des surblouses en textile entretenu et éviter le gaspillage et éviter l'usage unique. Mais je me concentrerai sur un exemple qu'on a mené nous au CHU de Nîmes avec l'ingénieur restauration, avec la gestionnaire marché. Il y a maintenant 8 ans, puis ça s'est accéléré il y a 4 ans, puisque les marchés sont souvent pluriannuels. Une démarche plutôt dans l'alimentation, la restauration, où on est allé chercher par une démarche de sourcing avec l'aide des chambres d'agriculture et des acteurs locaux bio, des achats de denrées alimentaires en circuit court de qualité et bio, et notamment ce qui est assez emblématique à l'hôpital, le pain, puisque il y a 8 ans, pour des raisons économiques, on n'a pas pu basculer vers un pain beaucoup plus qualitatif et pain bio, et on a été très heureux. Il y a dernièrement, lors du renouvellement du marché, de voir que le fournisseur qu'on avait abordé, qui était un fournisseur d'une association de boulangerie solidaire issue de Marseille, qui s'appelle Boussole, Pain et Partage, a pu nous faire une offre intéressante, certes, plus économiquement plus cher quand on regarde le prix facial. Le pain coûtait plus cher qu'un pain traditionnel issu d'une boulangerie industrielle, mais on est allé chercher une filière plutôt vertueuse, puisque depuis le champ jusqu'à l'assiette, on va dire, du patient ou de celui qui
qui fréquentent le self du CHU, de l'hôpital. Ce pain est un pain bio et vertueux depuis le blé, en passant par la minoterie et celui qui le transforme, le boulanger, puisqu'il a aussi une dimension sociale et solidaire, puisqu'il fait appel à des personnels éloignés de l'emploi, donc insertion, inclusivité, là aussi. Donc, c'était particulièrement intéressant cette démarche et de voir valider ce nouveau produit dans le plan alimentaire de l'hôpital. Ça a été très intéressant. Et c'est surtout lié à un travail collaboratif avec l'ingénieur restauration qui, au départ, n'était pas convaincu puisqu'il avait son budget à respecter. Et dans son budget, c'était un surcoût. Mais quand on a commencé à regarder en TCO, en coût complet, en coût global, le gaspillage du pain industriel qui finissait à la corbeille, eh ben, on a pu valoriser ces éléments-là et faire en sorte que le surcoût en prix facial soit compensé. Donc, c'était particulièrement intéressant de souligner cette démarche au sein du CHU qui a été Vincent, c'est un bel grâce à la collaboration de tous. Ouais, c'est un bel exemple de conduite du changement avec ce que je souligne effectivement un travail collaboratif avec les parties prenantes internes et avec les fournisseurs. Donc merci beaucoup. Et comme je sais que Malika va nous quitter dans 1 ou 2 minutes, je voudrais lui permettre effectivement de témoigner d'un exemple aussi de bonne pratique au niveau des achats de l'État. Malika? Oui, très rapidement, je ferai un effort pour rester 5 minutes supplémentaires. En 2 minutes, un exemple de marché d'économie de la fonctionnalité qui est le marché de location de solutions d'impression pour l'ensemble des besoins de l'État et des établissements publics. C'est les gros copieurs d'étage, appareils multifonctions. C'est le plus gros marché européen. Alors, c'est un marché d'économie de la fonctionnalité. Donc, on loue le service avec une facturation à la page. Deuxièmement, c'est un marché qui intègre de très nombreuses considérations environnementales et sociales, notamment sur le plan environnemental. On a intégré dans le critère prix la valeur de la consommation énergétique des équipements. Donc, on est dans une approche de coût global. Ensuite, c'est un marché qui comprend de nombreuses obligations et critères environnementaux, notamment sur le taux de plastique recyclé, sur la labellisation des équipements dont on peut disposer. Et enfin, sur le plan social, c'est un marché qui intègre 2 enjeux très importants. D'abord, l'insertion par l'activité économique de publics éloignés de l'emploi. Il y a une clause sociale d'insertion obligatoire sur des volumes importants. Et ensuite, c'est un marché dans lequel les constructeurs ont fait une évolution de leur offre en matière d'accessibilité de nos collègues en situation de handicap, puisqu'ils ont développé de nouvelles technologies permettant de faciliter l'utilisation de ces équipements à nos collègues malvoyants. Enfin, ce marché-là s'accompagne dans une démarche toujours de vision globale d'une politique de consommation suivie qui permet de suivre la consommation de papier, l'évolution des impressions, de manière à ce que tous les enjeux environnementaux qu'on a intégrés au départ ne soient pas finalement annihilés par des surconsommations des appareils qui sont laissés allumer, une utilisation qui serait peu vertueuse. Voilà, très rapidement en 2 minutes. Merci beaucoup Malika, merci beaucoup Vincent pour vos témoignages de bonnes pratiques. Merci beaucoup à Bruno aussi pour ces échanges sur l'accompagnement des acheteurs.